Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour qu'on débriefe ce troisième monument de la saison, Paris-Roubaix 2025, qui nous a encore une fois délivré un duel au sommet entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel, Pogačar, c'est les deux hommes en ce début de saison. Peut-être que certains d'entre vous ont eu quelques frustrations des déboires de Pogačar dans le secteur de Pont-Thibault où il s'est cassé la figure, ce qui a forcément conditionné le final de la course, alors que les deux premiers tirs avaient été absolument rocambolesques et fantastiques. Bon, c'est la course, c'est comme ça. Vous verrez que dans le cas de Pogačar, c'était un petit peu attendu, cette erreur. Malgré tout, c'est pas le mec qui n'a pas été le plus touché par la malchance. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui ensemble. Et on commence tout de suite avec le résumé de cette course que j'ai fait par tiers. On a un premier tiers qui va concerner de 160 à 160 km de l'arrivée, la partie 100% asphaltée, sans un seul pavé. Le départ réel est donné à 11h20 à Compiègne. Le vent souffle de 3/4 d'eau. Le départ est extrêmement rapide. Une échappée de 8 va se former dans la douleur. À 220 bornes de l'arrivée, le coup part pour de bon. Et à 200 bornes de l'arrivée, ce groupe de 8 a désormais 2 minutes 40 d'avance sur un peloton contrôlé par Alpecin. Petit topo sur la moyenne quand même sur cette première heure et demie de course, ou sur les deux premières heures de course, 53 km/h. Ça roule extrêmement vite et ça ne va pas débrancher jusqu'au vélodrome de Roubaix. Deuxième tiers de course, 160 km de l'arrivée jusqu'à 100 km de l'arrivée, c'est l'approche des premiers pavés, c'est extrêmement nerveux dans le peloton. Chute de Matej Mohorič qui faisait partie de nos favoris du jour, en tout cas on l'avait mis dans la liste de favoris tier 3 hier lorsqu'on a fait l'avant-course. On peut noter que Wout van Aert est ralenti par cette chute, mais ce n'est pas celui qui va avoir le plus de problèmes à l'approche de ces pavés. Stuyven, Philipsen vont chuter avant l'entrée du premier secteur. Secteur de Troisville, on est donc à 164 km de l'arrivée. C'est parti pour l'enfer du Nord. Reste alors 55 km de pavés. Et c'est Ineos qui mène grand train pour Filippo Ganna. Pas de bol pour un autre favori du jour, Filippo Ganna qui va crever après 50 mètres de pavés. Ouais, pas ouf pour l'Italien. Accablé directement par la malchance. On passe les 4 premiers secteurs pavés. On se retrouve alors à 145 km de l'arrivée. Je vous fais un premier point course. Pedersen, Van Der Poel, Pogačar, ça se passe très bien. Pas de souci à déplorer pour eux. Van Aert est toujours là, mais il est extrêmement mal placé depuis qu'il a été ralenti par la chute à l'approche du secteur de Troisville. Côté outsider, manque à l'appel Ganna qui a crevé. Stuyven et Philipsen qui ont chuté. Kung, en revanche, Stefan Kung, le Suisse, on peut noter qu'à ce moment-là de la course, il ne souffre pas de problème à l'image de Pedersen, Van Der Poel et Pogačar. À 130 km de l'arrivée, Filippo Ganna et Philipsen reviennent dans le peloton favori, mais on entame alors un nouveau bloc de secteurs pavés. Et cette fois, à l'inverse des premiers secteurs et du secteur de Troisville, il n'y a pas d'incident à déplorer pour le peloton favori. Et on arrive alors dans le dernier tiers de course à 104 km de l'arrivée. Le secteur d'Avelui, l'échappée n'a plus qu'une cinquantaine de secondes d'avance sur le groupe favori. Dans le peloton, dans ce secteur d'Avelui, ça commence sévèrement à s'agiter. Mats Pedersen, Pogačar, puis Van Der Poel vont faire les efforts pour mettre en difficulté le reste de la troupe. On a alors la petite transition jusqu'à la trouée d'Arambert. L'échappée de 8 passe en tête, mais avec quelques secondes d'avance seulement sur le groupe des favoris. C'est Pogačar qui va faire l'effort dans le faux plat descendant puis montant d'Arambert. Et sur la fin d'Arambert, c'est Van Der Poel qui va mettre la poignée au fond. Les échappés sont mangés sur l'effort du Néerlandais. Van Der Poel fait le forcing jusqu'à la sortie du secteur pour faire mal à Pogačar. Et on voit que Pogačar souffre à ce moment-là de la course. Côté favori, les plus en difficulté sont Wout van Aert et Stefan Kung. Transition d'Arambert à Pongibus. Le secteur de Pongibus, c'est Mats Pedersen qui va le faire à fond. Et à la sortie de ce secteur de Pongibus, on a l'élément déclencheur d'une folle fin de journée qui va se produire. L'extra mine, l'extra attaque de Van Der Poel à 87 km de l'arrivée à la sortie du secteur de Pongibus. Tadej Pogačar va s'arracher littéralement pour entrer dans la roue du Néerlandais. Et alors, on a un groupe de 5 qui va se former. Van Der Poel, Philipsen pour Alpecin, Mats Pedersen pour Lidl, Tadej Pogačar, qui souffre vraiment à la sortie de ce secteur de Pongibus, pour UAE, et Stefan Bissegger, petite surprise quand même, pour Decathlon. Derrière ces 5 bonhommes, c'est le désert. Alors, je vous le dis, Pogačar ne me paraît absolument pas bien à ce moment-là.
Mais il est quand même dans le groupe de 5 qui s'est formé à l'avant. Dans le groupe de contre, on va retrouver Filippo Ganna et Stefan Kung. Wout van Aert est lui bien plus loin. Et c'est somme toute surprenant au vu du Tour des Flandres qu'il nous avait sorti la semaine dernière. Tout le monde se demande alors si Pogačar est en mesure de finir Paris-Roubaix dans de bonnes conditions au vu de la gueule qui tire après l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Ce doute est quand même pas mal accru par l'attitude de la voiture UAE qui pète un plomb pour absolument revenir auprès de Pogačar au plus vite et lui donner un peu de glucose. Moment de précipitation chez UAE qui va être directement suivi par un petit moment de calme. Cette fois, le bon coup semble être parti. Les 5 bonhommes ont fait le trou sur le reste de la concurrence. Jugez plutôt 75 km de l'arrivée. Entrée sur le secteur de Warlin à Brion, les 5 bonhommes de tête ont 1 minute d'avance sur les poursuivants. 70 km de l'arrivée, on rentre sur le secteur de Tilloy à Sarré-Rosières. Pogačar attaque, et là c'est quand même la grosse surprise parce qu'il y a 25 km de cela, on avait quand même l'impression que le Slovène était pendu. Sur l'attaque de Pogačar, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu envie d'exploser mon casque contre mon bureau parce que Mats Pedersen, qui faisait forte impression, crève roue avant. Sur l'attaque de Pogačar, Van Der Poel va recoller. Pour Bissegger et Philipsen, c'est un petit peu plus dur. Mais à la sortie du secteur de Tilloy à Sarré-Rosières, Van Der Poel, Pogačar et Philipsen sont à l'avant, 2 Alpecin contre Pogačar. Bissegger va lui aussi crever et Pedersen et Bissegger vont donc du coup faire un retour dans le groupe de contre. Ouais, j'ai le seum absolu. Pour moi, Mats Pedersen avait des jambes fantastiques aujourd'hui. Il va le prouver dans le final de la course. Mais il a crevé au pire moment sur l'attaque de Pogačar. Et ça, quand on fera le bilan tout à l'heure à la fin de cette journée, en ça, je pense que Pedersen est certainement le gars le plus malchanceux de la journée. Mais on termine ce résumé, 60 km de l'arrivée, on arrive sur le secteur d'Orchi, rien à redire si ce n'est crevaison de Kung dans le groupe de poursuivants. 54 km de l'arrivée, le groupe de 3 à l'avant fonctionne toujours aussi bien. Oshie les Orchi a versé, pas de problème. Et puis, à 48 km de l'arrivée, arrive le secteur de Mont-Saint-Pével, deuxième secteur 5 étoiles après la Trou et la Rambert. Pogačar teste un petit coup Van Der Poel et Philipsen pour voir s'ils sont en mesure de suivre ce qui se produit. Par contre, lorsque Van Der Poel va se dresser sur les pédales pour faire mal à Pogačar, mais cette fois c'est son équipier Jasper Philipsen qui va craquer. Et lorsque Pogačar va s'en apercevoir, enfin c'est pas Pogačar qui s'en aperçoit, c'est la voiture qui passe l'information à Pogačar. Philipsen est en difficulté. Pogačar met la poignée au fond dans la fin du secteur de Mont-Saint-Pével. Virage à droite, le faux plat montant. Pogačar met tous les watts, Van Der Poel arrive à s'accrocher. Philipsen, c'est l'explosion. Alors pendant un temps, Van Der Poel ne va pas collaborer avec Pogačar, et à juste titre. Mais bon, quand on constate que pour Philipsen, la messe semble être dite, et bien Van Der Poel va commencer à collaborer avec Pogačar. C'est quand même, à ce moment-là, tactiquement très très bon pour Pogačar, puisqu'il est plus à 2 contre 1, Philipsen, Van Der Poel. Mais désormais, il n'a plus qu'un seul problème à régler, le cas Mathieu Van Der Poel. Situation de course, après le passage de Mont-Saint-Pével, Van Der Poel, Pogačar ont 20 secondes d'avance sur un Philipsen qui n'avance plus. Derrière, le groupe de contre à 1 minute 30 est composé de Mats Pedersen, Wout van Aert, Stefan Bissegger, Florian Vermeersch et 2 autres coureurs, dont je vous retrouverai les noms un peu plus tard, Jonas Rutsch et Marcus Holgard. Voilà les 2 coureurs qui étaient dans l'échappée, qui parviennent à s'accrocher donc à Pedersen, Van Aert, Bissegger et Vermeersch. 39 km de l'arrivée. On arrive dans le secteur de Pont-Thibault. Jusqu'à présent, il y avait très bonne collaboration entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar après le secteur de Mont-Saint-Pével. Et bien dans ce secteur de Pont-Thibault, la course va basculer sur l'attaque de Pogačar. Pogačar qui met tous les watts pour essayer de mettre en difficulté Van Der Poel. Van Der Poel répond très bien à l'accélération de Pogačar, mais Pogačar ne relâche pas l'effort. Et dans le 90 degrés à droite du secteur de Pont-Thibault, Pogačar décide de le passer comme un kamikaze et se casse la gueule, et se casse la figure, et c'est là que la course bascule complètement à l'avantage de Mathieu Van Der Poel. Petite chose à dire quand même sur l'attitude de Pogačar dans ce secteur de Pont-Thibault. Dans ce virage 90 droite où Pogačar s'est cassé la gueule, j'ai vu la même chose qu'au Strade Bianche. Pourquoi ? Pourquoi Tadej prend ce virage aussi vite ? Ça ne pouvait pas passer à cette vitesse-là. Clairement, cette attitude un petit peu trop chevaleresque dans ce virage lui a coûté la course parce qu'il va repartir avec 20 secondes de retard
sur Mathieu Van Der Poel. On se retrouve alors à ce moment-là en termes de situation de course à un 1 contre 1 sur 39 km pour arriver jusqu'au vélodrome de Roubaix. Van Der Poel a 20 secondes d'avance sur Pogačar qui doit faire tous les efforts pour entrer. Cet écart de 20 secondes, il va rester en ballottage pendant un long moment. 33 km de l'arrivée, on entre sur le secteur de Templeuve. 18 secondes d'avance pour Van Der Poel à l'entrée de ce secteur, 14 secondes à la sortie. On se dit alors que peut-être que la balance est en train de pencher du côté de Pogačar. Derrière, Philipsen, qui était en compte, va se faire reprendre par le groupe Pedersen, Van Aert, Vermeersch et compagnie. Mais tous ces gars-là sont très loin du duo de tête qui se livre à un duel absolument magnifique. Top, petite pause sur le résumé de la course. Je viens de vous parler du secteur de Templeuve. Je crois qu'il est important de revenir sur un des faits de course majeurs. Alors, ce n'est pas un fait de course, sur un des faits divers de la course. Dans ce secteur de Templeuve, à 33 km de l'arrivée, il y a, pardon pour le terme, mais un espèce de gros connard qui a balancé un bidon au visage de Mathieu Van Der Poel qui était seul en tête de la course. Alors, je vais rester calme, hein. Je ne vais pas aller plus dans les insultes. Clairement, ce gars n'a rien à faire là sur le bord de la route si c'est pour jeter un bidon au visage de Van Der Poel. Et j'espère que ce soir-là, au terme de Paris-Roubaix, et l'équipe Alpecin et Mathieu Van Der Poel vont porter plainte contre X et qu'avec les images, on va retrouver ce gars-là parce que c'est absolument honteux. Je ne sais pas si le bidon que ce mec a balancé à la tête de Van Der Poel était plein ou pas. En tout cas, ça aurait pu faire très mal, ça aurait pu complètement contrebalancer la course qu'on a eue aujourd'hui. C'est dégueulasse et j'espère qu'il y aura des poursuites et qu'on va retrouver le gars. Ok, parenthèse refermée, je redescends en agressivité et on revient sur le résumé de la course. Secteur de Templeuve, passé 26 km de l'arrivée, secteur de Sizouin, toujours 18 secondes d'écart entre Mathieu Van Der Poel et Pogačar. Et ce qu'on constate à ce moment-là, et qui est très important, oui, de 39 km de l'arrivée, lorsque Pogačar a son problème, jusqu'à 26 km de l'arrivée et le secteur des Sizouin, Pogačar est plus rapide sur les parties droites, où il n'y a pas de virage vis-à-vis de Van Der Poel. Mais là où la différence est en train de se faire en termes physiologiques, c'est que Van Der Poel va beaucoup plus vite dans les virages que Pogačar. Et ça, c'est quelque chose qu'on a répété à plusieurs reprises depuis qu'on sait que Pogačar était au départ de Paris-Roubaix il y a quelques semaines. Van Der Poel a un avantage technique considérable sur Pogačar, ça s'est vu à ce moment-là. Et cette poursuite a tourné à l'avantage de Van Der Poel, parce que pour aller aussi vite que Pogačar sur ce secteur-là, de 39 km de l'arrivée jusqu'à 26 km de l'arrivée, Van Der Poel a eu à faire moins d'efforts que Pogačar, puisqu'à chaque virage, il le reprenait une petite seconde, je pense, mais vu qu'on n'arrêtait pas de tournicoter, voilà où a lieu la différence dans ce final de Paris-Roubaix, je pense, sur le plan technique. Pogačar a beaucoup à apprendre de Van Der Poel, je ne sais pas si un jour il arrivera au niveau du néerlandais, je ne crois pas, mais ça s'est joué ici, les amis. On a matraqué tout le temps avant ce départ de Paris-Roubaix que oui, Van Der Poel avait un avantage sur le plan technique. Ça s'est vu. C'est flagrant, et il y a du boulot pour Pogačar. La course, comme vous en doutez, commence alors à basculer à l'avantage de Van Der Poel. 21 km de l'arrivée, c'est le moment qui va sceller définitivement ce Paris-Roubaix, le changement de vélo de Pogačar. Là, c'est terminé. En plus, le changement de vélo n'est pas très propre. Pogačar avait 20 à 25 secondes de retard avant le changement de vélo. Il repart avec près d'une minute de retard sur Van Der Poel à 21 km de l'arrivée. La messe est dite. 20 km de l'arrivée, on rentre sur le secteur de Canfer-en-Pével. Pogačar a une minute de retard sur le groupe Van Der Poel. Et à 2 minutes 20, on retrouve Mats Pedersen, Wout van Aert et Florian Vermeersch qui se sont débarrassés de tous les autres prétendants. Jasper Philipsen et Stefan Bissegger qui avaient été bien jusque-là explosent. Et on a donc la situation de course suivante. Van Der Poel, Pogačar à 1 minute et à 2,20. Pedersen, Van Aert, Vermeersch. 17 km de l'arrivée, on rentre dans le dernier secteur 5 étoiles de la course, le secteur du carrefour de l'Arbre. Crevaison de Mathieu Van Der Poel qui voltigeait littéralement dans ce carrefour de l'Arbre. Il est très large, il a de l'avance sur Pogačar, pas de stress à avoir. Le changement de vélo est un petit peu plus propre que le changement de vélo dû à eux pour Pogačar. Et à la sortie du carrefour de l'Arbre, Van Der Poel a toujours 1 minute d'avance sur Pogačar. Et à 2 minutes, on retrouve Florian Vermeersch, Pedersen et Van Aert qui grattent un petit peu de temps sur la tête de course. Les positions ne vont plus changer jusqu'à l'arrivée. On passe le secteur de Gruson, puis le secteur de Willem. On sent que Pogačar est épuisé, qu'il en a plein les bottes de son premier Paris-Roubaix. Mais c'est la même chose pour Van Der Poel.
Dans les 5 derniers kilomètres, c'est quand même très impressionnant de voir la gueule de Mathieu Van Der Poel et de Tadej Pogačar. Ils sont complètement morts. Il faut dire qu'ils ont lancé les hostilités à près de 90 km de l'arrivée, un petit peu plus. On va dire que ça s'est vraiment décanté à partir de la Trouée-la-Rambert. Et dans ce final, même si je pense que Van Der Poel lâche un petit peu de lest de façon tout à fait naturelle, on constate quand même que c'est bien Mats Pedersen, Wout van Aert et Florian Vermeersch qui finissent le mieux. On arrive alors sur le vélodrome de Roubaix. C'est l'arrivée de Mathieu Van Der Poel qui défile littéralement dans ses 2 derniers tours de vélodrome. Van Der Poel va s'imposer devant Tadej Pogačar et après Pogačar va arriver le groupe de 3, Mats Pedersen, Wout van Aert et Florian Vermeersch. Vous avez le top 5 de ce magistral Paris-Roubaix 2025 et premier constat qu'on peut faire sur ce top 5, les 4 favoris ce matin au départ sont aux 4 premières places. Et on va le voir au fur et à mesure en débriefant un petit peu ce classement, que c'était pas si bien parti que ça. Alors tout d'abord, hommage à Mathieu Van Der Poel, 3e Paris-Roubaix remporté de suite, 8e monument accroché à son palmarès, 200 Remo, 3 Tours des Flandres, 3 Paris-Roubaix. Le maître flandrien a répondu présent aujourd'hui. Masterclass absolue sur tous les plans, masterclass physique, puisque c'est lui qui crée le mouvement décisif à 90 bornes de l'arrivée après le passage de Pongibus. Derrière, c'est lui, bon c'est vrai, qui met en difficulté son coéquipier Jasper Philipsen dans mon Saint-Pével, et puis surtout après le petit accident de Pogačar dans Pont-Thibault, il fallait tenir le Slovène à distance, parce que Pogačar a été impressionnant, on y reviendra après. Et puis il a déroulé. Alors les 5 derniers kilomètres c'était très dur pour lui, mais écoutez, 3 Paris-Roubaix de suite remportés, 3 fois en solo. Rien à dire en termes physiques, physiologiques, Van Der Poel est bien au-dessus sur cette course. Au-delà de la masterclass physique, il y a aussi une masterclass technique. Oui, je le répète, technique. Ce gars est tellement rapide dans les virages ou sur le pavé de façon générale. C'est un artiste, il n'y a aucun équivalent dans le peloton. Certains d'entre vous dans les commentaires, et je le comprends, m'avaient dit « Ouais, tu sais, Pogačar n'a rien à envier sur le plan technique vis-à-vis de Van Der Poel. » Tout faux les gars, et je pense que ça s'est vu aujourd'hui. À chaque virage, et notamment sur le pavé, Van Der Poel passait plus vite et avait donc moins d'efforts à faire sur les parties rectilignes. Ouais, Van Der Poel, c'est un monstre de technicité. Je le répète, hein, à part Van Aert dans le peloton, je pense qu'il n'y a personne qui est à son niveau. Et puis au-delà de la masterclass physique et technique, on va parler de masterclass mentale, parce qu'il fallait garder un sang-froid à toute épreuve dans ce final. Il fallait bien réfléchir après le passage du secteur de Mont-Saint-Pével lorsque Philipsen avait été décroché. Il a pris la bonne décision, il s'est dit mais moi je pense que Pogačar sur le vélodrome je le prends au sprint, il n'y a pas de souci. La suite, c'est que Pogačar est tombé. Là encore, il n'a pas perdu le nord, il s'est dit je reste à mon rythme, on verra si Pogačar revient ou pas sur moi. Je continue à faire ce que je sais faire. Voilà, Van Der Poel, c'est un monstre de sang-froid, c'est un maître de Paris-Roubaix désormais. Enfin, ça était déjà le cas avant. Mais là, il a encore franchi un palier. Voilà, c'est une saison extraordinaire pour l'instant de Van Der Poel qui enchaîne depuis Tirreno Adriatico. Voilà, rien à dire, bravo l'artiste. Et que dire du deuxième du jour, Tadej Pogačar? J'ai pas de mots. Je ne voyais pas Pogačar remporter ce Paris-Roubaix. Ça a été le cas. En revanche, le voir deuxième et sur le podium et à un tel niveau physique et technique quand même, parce que même s'il n'est pas au niveau de Van Der Poel, c'était quand même très propre derrière. Ouais, il n'y a pas de victoire, mais c'est une sacrée perf pour une première. Je rappelle que c'est le premier Paris-Roubaix de Tadej Pogačar. Ouais, très bien sur la performance physique, très bien sur le comportement en course, ça c'est à noter, toujours extrêmement bien placé jusqu'à l'approche de la Trouée-la-Rambert. Les côtés moins, forcément il y a cette erreur technique dans Pont-Thibault, je comprends toujours pas pourquoi il a pris ce virage comme un kamikaze. Là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la même chose qu'Australie Bianche, il prend des risques là où il n'y a pas besoin d'en prendre, c'est certainement là qu'il perd la course. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu cette petite erreur technique dans Pont-Thibault? J'en sais rien. Avec des scies, on coupe du bois, donc du coup... je ne sais pas vous dire, mais voilà, le printemps de Pogačar est exceptionnel. Ça n'a pas souri sur Milan-San Remo et Paris-Roubaix, mais ouais, c'est phénoménal ce qu'il réalise. Les Ardennaises arrivent, il en sera grand favori, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Désormais, place à la récupération pour Pogačar, il a une semaine pour se refaire la cerise. On va espérer que ce Paris-Roubaix ne lui coûte pas trop cher en vue des Ardennaises certes, mais aussi en vue du Tour de France. On a senti que le Slovène avait eu besoin de s'étirer à plusieurs reprises, notamment les lombaires.
Je pense qu'il va avoir mal au poignet et au bas du dos dans les jours à venir. On va lui souhaiter la meilleure récupération possible en vue de toutes les courses à venir. Voilà, bravo Pogačar. Troisième, Pedersen. J'ai le seum pour Pedersen, j'ai vraiment le seum pour Pedersen. Il fait des classiques flandriennes absolument remarquables et davantage depuis le début. Si on remonte le temps très rapidement, hein, donc troisième à Roubaix, deuxième au Tour des Flandres la semaine dernière, deuxième de l'E3 Saxo Classique, vainqueur de Gand-Wevelgem. À chaque fois, ce gars-là est sur le podium. Il fait chier quoi, putain, cette crevaison sur l'attaque de Pogačar. Ah là 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 là. Ah, j'ai des regrets. J'ai des regrets. Pourquoi fallait-il que ça tombe sur lui? Pedersen était très fort aujourd'hui, très malchanceux. Il s'en sort avec un podium plus que mérité, mais je pense qu'il y avait largement la place pour le Danois pour faire mieux. Quatrième de ce Paris-Roubaix 2025, Wout van Aert. Alors, si on m'avait dit ce matin, Van Aert, quatrième au départ de Roubaix, j'aurais dit normal, c'était là où on l'attendait, peut-être même davantage. Par contre, j'ai rien compris à sa course. Rien compris du tout, mais je pense que lui non plus. Dans les premiers secteurs pavés, il était extrêmement mal placé. Dans la trouée d'Arambert, c'était un des mecs qui avançait le moins bien de tous les favoris qu'on avait cités ce matin au départ. Il avait même été dépassé par son très talentueux coéquipier Mathieu Brennan, qui a réalisé une très belle course, soit dit en passant. Sauf que derrière, en fait, et à l'image du Tour des Flandres, il faut le noter, plus les secteurs se sont égrenés, et plus Wout van Aert a été impressionnant. À se demander même si la course avait fait 350 km, peut-être que Wout van Aert aurait remporté ce Paris-Roubaix. Mais c'est très illisible, la condition de Wout van Aert depuis une semaine. En fin de compte, c'est certainement lui, avec Mats Pedersen, qui termine le mieux ce Paris-Roubaix. Donc Van Aert est à sa place au vu de sa journée, et clairement, ça aurait pu être pire. Donc voilà, si je devais résumer la journée de Wout van Aert, illisible. Je comprends pas. J'imagine que lui non plus, mais on verra les explications de sa direction et de lui-même. Florian Vermeersch, cinquième. Alors lui, c'est le filou de la journée. Il a fait les efforts qu'il fallait pour Tadej Pogačar, il faut le reconnaître. Le Belge a abattu du travail pour son leader slovène. Derrière, il a bien serré les dents pour accompagner Van Aert Pedersen. Il a fait son petit spectacle dans le carrefour de l'Arbre. Avant, je pense que sa direction lui disait « Coco, tu restes dans les roues de Pedersen et Van Aert ». Il ne s'agirait quand même pas de revenir sur Pogačar qui était devant en balance entre Van der Poel et ce groupe-là. Voilà, très bonne journée de Vermeersch, top 5, qui confirme sa deuxième place d'il y a quelques années. Derrière Colbrelli est devant Mathieu Van der Poel, donc bravo à Vermeersch. Si on clôture un petit peu ce top 10 de ce Paris-Roubaix 2025, Jonas Rutsch est 6e pour l'équipe Intermarché. Bravo, parce que ce gars-là était dans l'échappée matinale. Donc félicitations à Jonas Rutsch. Même chose pour Marcus Houlgaard qui finit 8. Vous voyez, ça a toujours un intérêt très important de partir dans l'échappée quand on n'est pas estampillé favori. À la fin, ça peut vous faire un top 10. Donc bravo à Jonas Rutsch et Marcus Houlgaard. Et que dire de la 7e place de Stefan Bissegger, que je n'attendais absolument pas à ce niveau-là au départ de Paris-Roubaix. Il faut dire que pour lui, ça avait été très dur ces dernières années chez IF. Et là, il est en renaissance complète depuis qu'il est arrivé chez Decathlon au mois de janvier. Donc très heureux de retrouver Stefan Bissegger à ce niveau-là et même davantage. 7 de Paris-Roubaix, c'est à noter pour l'avenir. Je conclus ce top 10 avec la 9e place de Fred Wright pour Bahrain Victorious et la 10e place d'Olorance Rex pour un autre coureur Intermarché. Intermarché, mais 2 coureurs dans le top 10. Bravo à cette équipe. Rapidement, je vous mets un petit peu le top 10 là pendant 5-6 secondes, que vous ayez un peu une vision de ce top 10. Et puis après vous avoir égrené ce top 10, on va revenir un petit peu sur nos autres favoris du jour et ça va surtout concerner nos outsiders. Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Stefan Kung et Jasper Stuyven qui étaient mes favoris de tier 2 ce matin au départ. Dans le cas de Jasper Philipsen, d'abord très malchanceux avant de rentrer dans le premier secteur à 3 billes, il est tombé. Derrière, masterclass absolue pour réussir à suivre Tadej Pogačar et Mathieu Van der Poel au fur et à mesure des attaques de l'un et de l'autre. C'était super pour Philipsen, il était sorti de sa boîte, relayait très bien Pogačar et Van der Poel, et puis est arrivé le secteur de Mont-Saint-Pével. Petit coup de vis, je ne crois pas, mais le Van der Poel qui a mis à jour, mis à nu les faiblesses de Philipsen, qui était vraiment pendu dans les 50 derniers kilomètres. La fin de la course a été très rude pour le coureur belge. Il vient chercher une 11e place, qui révèle quand même que le mec s'est accroché jusqu'au bout au vélodrome.
Voilà, Philipsen, quand même, ces 2 dernières années, ça avait été 2 deuxièmes places sur Roubaix. Cette année, ça fait 11. Et franchement, il aurait mérité mieux. Mais ce qu'il y a à noter de sa course, c'est qu'il a été très présent de la Trouée-Larambert jusqu'à Mont-Saint-Pével. Et ça, pour les années à venir, ça a pas mal d'intérêt. Voilà pour Jasper Philipsen. Filippo Ganna fait 13, lui aussi malchanceux. Crevaison dans le secteur de Troisville, premier secteur de la journée. Après ça, Ganna a couru derrière les autres tout au long de la journée, il finit avec cette 13e place. J'imagine que l'Italien sera déçu, mais ça reste quand même une bonne performance. Ouais, non, je ne sais pas si on peut dire bonne performance. Performance moyenne, voilà, mais on sent encore, comme je vous l'avais dit avant le départ de ce Paris-Roubaix, que Ganna doit progresser techniquement sur le pavé. Et j'en termine avec Stefan Kung et Jasper Stuyven. Alors Jasper Stuyven, vous dire que je n'ai aucune nouvelle depuis qu'il est tombé avant le secteur de Troisville à 160 km de l'arrivée. Pas de chance, vraiment, pour le Belge. On verra ce qu'il en est. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'était pas en DNF après que les premiers aient passé la ligne d'arrivée, donc je pense qu'il a quand même terminé la course. Et bravo à lui. Stefan Kung, lui, c'est l'un des très autres malchanceux de la journée. Il était un candidat crédible à un top 5, voire un podium aujourd'hui. Il a crevé dans le secteur d'Orchies à 60 km de l'arrivée. Il a chuté après, je ne sais plus dans quel secteur, mais ça devait être à 20-30 km de l'arrivée. Il termine 43e de la course. Ça ne le satisfait absolument pas, je l'imagine, mais quand une telle malchance s'abat comme ça, et ça tu peux pas le décider, bah il n'y a rien à faire. Donc Stefan Kung a fini la course et c'est déjà très bien au vu de la malchance qui s'est abattue sur lui. Voilà, c'en est tout pour ce très grand débrief de ce Paris-Roubaix 2025, dernière classique flandrienne de la saison. Je le redis, ça nous a livré une 3e manche absolument phénoménale entre Van der Poel et Pogačar. Avantage Van der Poel en cette saison sur les monuments, 2 pour Van der Poel, 1 pour Pogačar. Mais maintenant, c'est la place aux Ardennaises. Pogačar sera au départ de l'Amstel, de la Flèche et de Liège-Bastogne-Liège. On n'est pas à l'abri d'un triplé historique pour le Slovène. Je ne pense pas qu'on retrouvera Van der Poel à pareil fait sur les courses qui vont arriver, sur les Ardennaises à venir. Voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. Mercredi, on a la Flèche Brabançonne et le retour à la compétition de Remco Evenepoel. Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Écoutez, voilà, je suis déjà triste que les Flandriennes se soient terminées pour cette année. On doit encore attendre une année pour revoir du pavé en course. Même si on aura sur la Flèche Brabançonne, je vous l'accorde. Mais voilà, merci à tous les coureurs pour ce Paris-Roubaix d'anthologie. Merci à France Télévisions, bien sûr, qui nous l'a retransmis en clair et en intégrale. C'est gratuit, merci à vous. Et puis, voilà, on s'est régalé. Vivement les Ardennaises désormais, Amstel, Flèche, Liège, dans 1 semaine, 10 jours et 2 semaines. Moi, je vous retrouve mercredi pour le débrief de la Flèche Brabançonne. Il faudra que je cale aussi une petite journée pour vous parler du Tour du Pays Basque qui s'est terminé hier. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Paris-Roubaix 2025, de ce nouveau duel Pogačar-Van der Poel. Allez, très bonne fin de soirée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!